Bonjour à tous et bienvenue. Comment apporter la preuve de faits de violence, des violences récurrentes? Comment sécuriser ces preuves, les stocker et les protéger des agresseurs qui sont parfois au quotidien avec nous? C'est le sujet qui a préoccupé Sandy Becky, ma première invitée de l'association Help for Hope. Elle propose aujourd'hui une application qui s'appelle e-Hope et qui résout justement ce problème qui peut faire la différence lors de dépôt de plainte. Autre sujet à la une de Smartech, vraiment aucun lien avec ce premier sujet. On va parler des innovations dans l'automobile. On va voir ce que change le numérique et il change énormément de choses, à la fois pour l'industrie, pour les prix, pour la durée de vie des véhicules et également donc pour les consommateurs, les utilisateurs et les conducteurs. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les techs avec le Launchpad et un tout nouveau programme dédié aux startups qui se lancent dans le Web 3. On reviendra évidemment sur ce que c'est ce Web 3. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on parle de cette application qui permet de prouver des faits de violence. L'une des difficultés dans les procédures judiciaires pour violences récurrentes contre les personnes, c'est la capacité des victimes à fournir des preuves et surtout à les stocker dans le temps et à les protéger de leurs agresseurs. C'est à partir de là qu'est venue la réflexion. Sandy Becky, bonjour. Bonjour. J'imagine de publication de votre application e-Hope. Vous êtes la fondatrice de l'association Help for Hope et donc cette application, elle va permettre de stocker des fichiers, qui soient des photos, des images, de l'audio ou des vidéos, et surtout de les protéger dans le temps. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est très simple. D'abord, il suffit de télécharger l'application sur les plateformes de téléchargement habituelles. Et ce qui est important, effectivement, ensuite, c'est d'utiliser l'application pour capturer ces fichiers, photos, vidéos, audio. Donc, surtout pas utiliser ces fonctions-là sur son smartphone, mais utiliser l'application pour le faire. Quelle différence cela fait-il ? Alors, en fait, en utilisant l'application, il y aura un traitement technologique automatique des fichiers. Donc, ces fichiers seront tout d'abord enregistrés sur la blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura une empreinte de ces fichiers qui va être faite sur la blockchain. Donc, ça va les rendre uniques, infalsifiables, parce qu'il y aura comme une empreinte digitale, comme nos empreintes digitales. Et de façon automatisée, une fois que cette empreinte sera faite, les fichiers seront transférés dans un coffre-fort numérique. Donc, ils seront stockés de façon sécurisée, ils seront cryptés. Et une fois qu'une victime ou un témoin, parce que l'application peut être utilisée et par des victimes et par des témoins de faits de violence, on pourra récupérer ces fichiers grâce à 2 clés numériques. Une clé numérique fournie par le smartphone de la personne, une clé numérique que l'on fournit, nous, l'association, et la combinaison des deux ouvre le coffre-fort numérique et permet d'accéder aux informations. Et ça, c'est important, en fait, cette ultra-protection, de créer un coffre-fort pour ce qui peut valoir comme preuve devant une juridiction, parce que les agresseurs, souvent, ont une emprise telle, en fait, sur leurs victimes qu'elles peuvent accéder à tous les contenus numériques, au smartphone, elles peuvent même subtiliser les appareils. Tout à fait. C'était le problème en fait, que rencontraient les victimes pour porter plainte. Elles n'avaient pas suffisamment de preuves à fournir. Alors, c'est vrai que déjà, les victimes prennent déjà peu de preuves. Là, avec ce dispositif, quand bien même un agresseur arriverait à accéder à ces éléments dans l'application, bon, elle est ultra protégée, mais on peut faire l'hypothèse qu'un agresseur pourrait arriver à entrer dans l'application et avoir accès à ces fichiers. Une fois qu'ils sont sécurisés, même si cet agresseur effaçait ces fichiers sur l'application ou même détruisait le téléphone, une fois qu'ils sont sécurisés, les fichiers resteront donc accessibles et pourront être mis à disposition de la justice. La seule chose peut-être, c'est que l'agresseur peut voir l'application sur le téléphone et donc avoir une indication que des preuves sont enregistrées. Alors, ce que nous avons fait, et c'est possible pour les utilisatrices et utilisateurs sur l'environnement iOS, pas encore Android, c'est que nous avons rendu possible la banalisation
de l'icône. C'est-à-dire que dans vos paramètres, vous pouvez choisir une autre icône qui est beaucoup plus banale. Donc ça peut être vous pouvez choisir une icône en lien avec jeux vidéo, cuisine, ce qui fait que sur l'écran d'accueil, l'application ne peut pas être identifiable. Alors, je disais, ça fait la différence devant une juridiction. Aujourd'hui, quel est le rapport de plainte classée sans suite ? Alors aujourd'hui, par exemple dans le cadre des violences conjugales, violences intrafamiliales, donc dans le huis clos du foyer, on sait que les chiffres du ministère de l'Intérieur indiquent que près de 80% des plaintes sont classées sans suite, puisque faute de preuves, justement. Les victimes n'ont pas suffisamment de preuves pour corroborer leur récit, et donc le parquet ne peut pas instruire la plainte. Et on peut peut-être rappeler aussi les chiffres justement de ces agressions, de ces violences conjugales en France. Alors le chiffre, c'est environ 225 000 femmes chaque année qui subissent des violences conjugales. Alors les violences conjugales touchent aussi les hommes, mais de façon majoritaire, c'est 85% de femmes, 15% d'hommes, et la statistique sur le dépôt de plainte, c'est 14% de ces victimes vont porter plainte et 80% de ces plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. C'est complémentaire, c'est un dispositif qui est complémentaire à d'autres mesures qu'il faut prendre quand on est dans cette situation d'agressé ? Tout à fait. Nous sommes une application, nous sommes vraiment sur la partie, dans toute cette chaîne, nous sommes sur la partie de judiciarisation, quand les personnes décident de porter plainte. Il y a d'autres dispositifs tout à fait pertinents. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est accompagnement psychologique, administratif, juridique par les associations. Il y a aussi d'autres applications qui existent pour appeler à l'aide, pour aider les victimes à s'orienter, pour pouvoir compter sur un réseau d'aide. Et IHOP est tout à fait complémentaire à toutes ces applications qui existent. Je pense qu'il est important de surtout ne pas avoir de concurrence entre ces différentes solutions, mais justement de trouver les complémentarités et s'appuyer sur cette pluralité pour laisser le moins d'espace possible justement à ces agresseurs qui profitent de toutes les failles du système. Et pour créer donc cette application qui permet de protéger de manière forte des preuves numériques, vous avez fait appel à des développeurs, c'est-à-dire que vous avez créé une start-up tech ? Alors, nous sommes aujourd'hui... Tout est externalisé. Alors, nous avons pour la partie technologique, donc un mécène technologique qui nous a aidés pour... On peut peut-être le citer, c'est un mécène. Alors, c'est ce mécène, et on le remercie vraiment, c'est l'agence Eurelis qui nous a aidés pour la partie que voient les utilisatrices et utilisateurs. Nous avons aussi donc un mécène pour la partie blockchain, et donc là c'est CIMAG, parce que effectivement ces fichiers étant traités par la blockchain, il nous fallait un partenaire aussi à ce niveau-là, et nous avons une équipe technique en interne, donc c'est une collaboration, on va dire, réussie pour avoir pu en quelques mois, donc entre novembre 2019 et juin 2020, sortir cette application. Et que propose plus largement le réseau, j'allais dire l'association, votre fondation Help for Hope ? C'est uniquement cette application ou il y a un autre dispositif ? Alors, pour l'instant, c'est uniquement cette application, et nous nous appuyons sur tout un écosystème pour la faire connaître. Donc, nous avons des partenariats, des conventions avec des collectivités, avec d'autres associations, effectivement, parce que ce sont elles qui sont donc en contact direct avec les victimes, leurs familles. Et avec nous travaillons avec le ministère de la Justice pour que ça ait vraiment valeur de preuve juridique. Vous avez travaillé avec eux également ? Alors, nous avons collaboré avec des unités de gendarmerie quand nous avons conçu l'application. Après, nous sommes sur le domaine du recueil, de la sécurisation, de la traçabilité de preuves. Nous laissons vraiment aux avocats de faire le travail de pouvoir faire valoir que ces fichiers
sont tout à fait intègres, authentiques. Donc je pense que c'est important que chacun ait sa place sur toute cette chaîne. Il y a nous ce qu'on apporte en termes de technologie, il y a le travail des enquêteurs qui peut être facilité par les fichiers qui sont capturés par l'application et qui représentent des preuves. Puis il y a le travail des avocats et ensuite donc des magistrats. Merci beaucoup, Sandy Becky, présidente donc, de l'association e-Hope, Help for Hope. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette application, donc un nouvel outil à la disposition des victimes de violences, de faits de violence. C'est l'heure de Smart Tech, de notre Tech Talk aujourd'hui. On va parler d'automobile et d'innovation. On parle de technologie dans les automobiles, de ce qui arrive et de ce qui est sur le point d'arriver ou de transformer la voiture. On va aussi évidemment aborder le sujet de la voiture autonome dans ce talk avec Frédéric Dermer, cofondateur directeur marketing de Fixter, qui est une start-up britannique, mais créée quand même par 2 Français, et qui fournit un service numérique pour rendre plus simple, plus transparent et sans stress, vous dites, l'entretien de nos voitures. À vos côtés, Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités au sein du cabinet d'audit et de conseil de Deloitte France. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Donc on va faire un point sur ces innovations qui touchent l'automobile et on va voir surtout comment ça peut changer la donne dans plein de domaines. Je voulais qu'on démarre ensemble, Guillaume Crunel, puisque vous avez une vision 360 du marché. Vous vous êtes rendu sur Vivatech, en plus, grand salon de l'innovation la semaine dernière sur lequel on était présent également. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des grandes tendances, de ce qui change profondément aujourd'hui dans le secteur de l'automobile ? Je pense que de manière assez forte et transversale sur tout le secteur automobile, sur la voiture en particulier, l'élément le plus important, c'est l'arrivée du logiciel, la prise, je dirais, l'essor de la part du logiciel dans le véhicule. C'est assez amusant de parler comme ça. Jusqu'à maintenant, on a toujours vu le véhicule comme une plateforme et un moteur. C'était ça, une voiture. Demain, ça va passer de ça à une batterie, ça on le sait, on l'a bien entendu, mais aussi du logiciel, la manière de le piloter, la manière d'interagir avec son écosystème. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Fixter. Et puis, la capacité aussi, et ce qui est le plus important pour les constructeurs, à faire évoluer un même véhicule dans le temps, le mettre à jour. Ça, c'est ce que j'ai entendu, c'est que finalement, la voiture qu'on va acheter sera moins bien que celle qu'elle va devenir, grâce à son apprentissage et à l'évolution du logiciel, ces mises à jour qui se feront dans le temps. C'est une promesse formidable, c'est un peu comme nous, hein. Nous bonifions avec l'âge, en tout cas j'aime à le croire. Alors c'est complètement l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans l'automobile qui ne fait que perdre de la valeur. Oui, maintenant, le vrai sujet, il est le renchérissement du coût des véhicules. Une batterie, ça va coûter de plus en plus cher, en tout cas ça coûte cher. Mettre de l'électronique, ça coûte de plus en plus cher. Donc les véhicules, dans l'absolu, sont sur une pente inflationniste en termes de prix. Donc si le véhicule vaut plus cher, il faut qu'il dure plus longtemps, il faut qu'il y ait des usages qui évoluent dans le temps. Donc il faut le mettre à jour, un peu comme votre téléphone, hein. Vous le mettez à jour, soudainement il y a une nouvelle fonctionnalité. C'est un peu la promesse du véhicule et du logiciel, la capacité à faire qu'il vous rende des services demain meilleurs qu'aujourd'hui, nouveaux, et faire que vous l'utilisiez plus longtemps. Ça, vous y croyez donc, Guillaume Crunel, cette voiture qui s'améliore dans le temps? J'y crois d'autant plus qu'il y a quelques constructeurs, en tout cas un particulier, qui l'a fait avant les autres, et que c'est ce qui se passe avec votre téléphone et que tout le monde vit bien avec ça. Oui, alors sauf qu'à un moment, ce logiciel, il devient tellement gourmand qu'il faut changer de téléphone. Peut-être que ce sera le cas aussi avec les voitures. Finalement, les renouvellements vont peut-être s'accélérer, à moins qu'on ait une solution sur la maintenance. Donc vous travaillez aussi sur cette question du logiciel, comment le logiciel peut nous permettre d'entretenir finalement le véhicule. C'est quoi le gros problème aujourd'hui autour de la maintenance qui peut être résolu par le numérique? Alors, je ne sais pas si vous avez une voiture, mais... Oui. Je m'en sers pas beaucoup, mais... Vous ne savez pas beaucoup. Je ne sais pas comment s'est passée votre dernière expérience avec un garagiste, mais nous, en général, quand on interroge les automobilistes et qu'on leur demande comment ça se passe, on a en général une réponse qui relate une expérience relativement pénible et fastidieuse, on va dire. Et que ce soit en Angleterre, en France ou à peu près n'importe où dans le monde. Pour quelle raison? En réalité, comme l'a dit Guillaume, je pense que la révolution numérique dans l'industrie de l'automobile est en train d'arriver. Toute la partie après-vente et maintenance n'a pas encore fait cette révolution. Là, aujourd'hui, tous les services quasiment ont été numérisés. Pour les particuliers, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a le réflexe pour réserver un restaurant, un billet d'avion, un taxi. Commander un taxi. On fait tout en ligne, sauf à peu près se rendre chez le garagiste. C'est quelque chose qui reste encore massivement fait au téléphone, et je dirais à l'ancienne. C'est un secteur qui n'a pas évolué depuis 50 ans.
Et du coup, on ne bénéficie pas du tout de tous ces services auxquels on s'est habitué aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont plus au service, les services viennent à eux, on le voit bien, on commande tout en ligne, on se fait tout amener chez soi. Mais le garagiste, c'est quelque chose pour lequel on continue de devoir quasiment poser une journée de congé parce qu'il faut y aller le matin, il faut attendre pour déposer son véhicule. Il faut soit patienter que l'opération soit faite, soit revenir plus tard dans la journée, récupérer son véhicule, attendre pour payer. Donc tout ça, ça prend un temps fou. On n'a plus l'habitude en fait aujourd'hui de faire tout ça. Et à l'ère du numérique, nous, c'est ce qu'on s'est dit avec mes associés quand on a créé cette société il y a 5 ans. La mission qu'on s'est donnée, c'est de se dire la maintenance automobile, ça ne devrait pas être plus compliqué que de commander une pizza. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est d'appliquer toutes ces bonnes recettes, toutes ces bonnes pratiques du numérique à l'univers de la maintenance auto. Ah bah c'est une promesse énorme, parce que ça veut dire quoi? Que le garagiste va venir chercher la voiture en bas de chez moi? Alors, pas le garagiste, Fixter va le faire pour vous. Donc le service qu'on a construit, c'est un service qui est très simple, qui est entièrement en ligne. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir un créneau d'une demi-heure pour qu'on vienne récupérer le véhicule, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail. Et à partir de là, on s'occupe de tout pour vous. Donc on va l'emmener chez un garagiste partenaire qu'on aura déjà sélectionné et validé près de chez vous. Il va faire toutes les opérations de maintenance classiques dont vous pouvez avoir besoin, la vidange, la révision, changer une courroie de distribution. Et quand tout est prêt, on ramène le véhicule chez vous. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aussi, vous avez été racheté par Renault, le constructeur, récemment. Donc, ça veut dire qu'on voit les constructeurs investir de plus en plus quand même dans cette transformation numérique, dans des technologies, alors que le marché, il n'est pas facile en ce moment, Guillaume Crunel. Je pense que le marché n'est pas facile pour le neuf aujourd'hui. Ce qui est important, si on revient sur ce qu'on a dit initialement, si la voiture doit durer plus longtemps, il va falloir la maintenir dans un bon état le plus longtemps possible. Et l'enjeu pour les constructeurs, c'est de garder un contact avec leurs acheteurs de véhicules, avec leurs automobilistes, au-delà de ce qu'on appelle, je dirais, une période de garantie. C'est-à-dire que en termes de maintenance automobile, l'amour dure 3 ans globalement aussi. C'est-à-dire qu'on reste dans son réseau de son constructeur pendant la période de garantie, puis après on va aller ailleurs. La vraie question, c'est de maintenir ce contact au-delà de cette période à travers une expérience qui est facilitée par la connexion directe du véhicule et qui continue à créer une relation, un échange pendant toute la période d'utilisation du véhicule et donc de rallonger, je dirais, la période de revenus pour le constructeur. C'est un enjeu qui est tout à fait important pour les profils de résultats des constructeurs pour les années à venir. Et du côté des vendeurs, si on a un cycle de vie de la voiture qui s'allonge, il va falloir quand même revoir un peu les bases du métier, non? Et même du côté du garagiste, qu'est-ce que ça peut changer, cette transformation numérique? Vous créez une plateforme finalement qui permet de simplifier l'accès à la maintenance de son véhicule, mais qu'est-ce que ça va changer derrière, dans toute la chaîne de métier? Absolument. Donc on ne travaille pas que pour les automobilistes, on travaille aussi pour les garagistes, parce qu'on pense que pour fournir ce niveau de service qui est attendu aujourd'hui, les garagistes aussi ont besoin de transformer la manière dont ils travaillent. Et je vais vous donner un exemple très simple aujourd'hui, et c'est vrai encore une fois en France comme en Angleterre. 70 à 80% des garagistes utilisent encore des agendas papier, avec tout ce que ça comporte comme problème, en particulier le fait que personne n'a une visibilité transparente sur leur disponibilité. Pour faire des choses aussi simples que de la réservation en ligne, par exemple. Donc, pour que les garagistes soient le plus efficaces possible, puissent offrir les tarifs les plus intéressants possibles aussi aux clients fixeurs, on les aide à se digitaliser. On a construit des outils dédiés aux garagistes qui travaillent avec nous pour leur permettre d'être de plus en plus efficaces dans leur manière de traiter les véhicules et de progresser dans le temps. Parce qu'ils ont quand même déjà fait ce saut technologique. Aujourd'hui, quand on amène sa voiture chez le garagiste, souvent on passe à la valise. Donc c'est déjà un diagnostic qui a énormément évolué, puisque les voitures sont de plus en plus chargées d'électronique, qu'il est de moins en moins facile d'ailleurs de réparer. Je voulais qu'on fasse un point sur la voiture autonome. Comment est-ce que vous voyez avancer les choses, Guillaume Crunel, alors qu'on a la Gigafactory de Tesla là, en Europe qui débite des voitures à grande vitesse? Est-ce que ça accélère dans ce domaine? Je pense que l'investissement continue. Je pense que c'est la vision médiatique qui a changé. C'est-à-dire que la voiture autonome, c'est la next big thing depuis 5 ans. Oui. Ça ne peut pas être la next big thing pendant 5 ans, tous les jours, avec la même intensité. Donc là, on est sur une phase un peu de retour de hype oui. Sur le sujet. On a beaucoup parlé, ça allait être pour demain. On est une semaine après, c'est toujours pas venu. Donc évidemment, on se dit ça viendra jamais. La réalité, c'est que c'est pas ça non plus. Ça va venir. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que technologiquement, c'est plus difficile que ce qui était envisagé. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que les cas d'usage, c'est-à-dire les situations dans lesquelles ça aura vraiment du sens, ce sera pertinent d'avoir une conduite autonome, ne sont pas
obligatoirement ceux qu'on avait imaginés au début, puisque tout simplement on avait dit au début il y avait un conducteur, demain il y aura un ordinateur. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des situations dans lesquelles c'est plus. Je sais pas, par exemple sur la route des vacances, quand on est dans l'embouteillage sur l'autoroute, ça reste pertinent. Ça s'appelle quelque part des ADAS, des systèmes de conduite assistée avancés. Où là, vous voulez dire que ça se banalise vous l'avez déjà dans des voitures, c'est de l'autonomie de niveau 2 qui est présente dans pas mal de véhicules. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la vraie question qui se pose demain, c'est pourquoi faire dans tous les cas de figure. Le robot taxi, pourquoi pas. Et puis la vraie question qui est posée, c'est pour combien ? C'est-à-dire que faire une conduite autonome, ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher. Et comment faire pour que demain, cela soit accessible à tout un chacun ? Faire de la conduite autonome dans des véhicules à 200 000 €, j'imagine qu'il y aura un marché. Ce n'est pas vraiment un marché populaire. Donc l'équation qui est à résoudre demain, c'est comment j'arrive à apporter une solution autonome pertinente, économiquement atteignable par le plus grand nombre. Et ça, c'est probablement encore plus difficile à atteindre que le niveau technologique qui va être nécessaire de déployer. Mais donc, il y a quand même cette phase de transition là, qui est bien enclenchée, avec des voitures qui sont quand même de plus en plus intelligentes, qui assistent de plus en plus le conducteur dans ses choix, des technologies, donc de l'électronique qui s'immiscent un peu partout. Pour la question de la maintenance, c'est aussi un sacré défi, parce que finalement, qui va être capable de réparer mon électronique s'il y a des technologies très spécifiques. Je pense par exemple, on a vu Ford avec ses phares prédictifs. Est-ce que n'importe quel garagiste peut réparer les phares prédictifs de Ford ? Alors il y a plein de sujets dans ce que vous dites. Comme vous l'avez dit, les voitures sont de plus en plus intelligentes. Il y a déjà beaucoup de véhicules aujourd'hui qui sont capables de s'auto-diagnostiquer. Il y a de plus en plus de capteurs dans les véhicules qui sont capables de détecter ou même de prédire un problème sur le système. Donc on voit bien que, comme vous le disiez, il y a de plus en plus de logiciels. Et ça rend la tâche d'entretien, on va dire, de plus en plus complexe. Ça demande de plus en plus de matériel aussi. Comme vous le dites, chaque constructeur a tendance à développer ses propres standards, ses propres évolutions auxquelles il faut que tous les garagistes s'adaptent. Donc ça pose. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de voir, puisque Guillaume Crunel nous dit le logiciel, là c'est vraiment ça la grosse révolution, mais le logiciel, ça pose la question d'écosystèmes fermés. Est-ce qu'on risque finalement de retrouver des écosystèmes très fermés comme ça qui vont ne pas nous permettre d'aller chez n'importe quel garagiste demain ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez ? Je pense que c'est une tension qui a toujours existé dans le monde de l'automobile. Peut-être une certaine tendance des constructeurs à vouloir essayer de garder au maximum la main sur la maintenance de leur propre véhicule. Et après, j'ai un besoin des consommateurs et du marché d'offrir de la diversité et d'éviter de se retrouver enfermés. Je dirais que c'est un problème qui existait avant le logiciel. J'ai envie de vous dire, rien n'empêche en théorie un constructeur de mettre que des pas de vis dont il est le seul à avoir le tournevis pour démonter son moteur. Bon, la réalité, c'est qu'il y a quand même une réglementation qui lui interdit de faire ça, qui l'oblige à fournir les détails techniques de son véhicule pour permettre à n'importe quel garagiste de faire la maintenance du véhicule. Donc il y a des lois pour ça. Et j'espère bien qu'il continuera d'y en avoir, parce qu'en effet, sinon le risque, c'est celui que vous décrivez, c'est de se retrouver dans des écosystèmes fermés dans lesquels les consommateurs sont prisonniers. Et puis ces écosystèmes, est-ce qu'ils seront détenus par les constructeurs ou par les géants du numérique qu'on connaît très bien ? Je voulais vous faire réagir, Guillaume Crunel, à l'annonce d'Apple. Apple qui nous parle d'ici fin 2023, en fait, d'une arrivée très puissante finalement dans les voitures. Le logiciel va occuper l'ensemble des écrans de la voiture, va se connecter directement au système de la voiture. Comment vous avez réagi face à cette annonce de la conférence WWDC de cette année ? J'ai écouté. Je pense que les annonces d'Apple, il faut les prendre avec beaucoup de sérieux. Après ça, il faut voir aussi que tout ça s'inscrit dans un temps qui est parfois un temps un peu plus long que celui de l'annonce. Ce qui est important dans ce monde du logiciel, dans la voiture, c'est que ce que nous ont appris les 5 à 10 dernières années, c'est que finalement, c'est pas l'un ou l'autre de la technologie ou des constructeurs automobiles, enfin je veux dire du digital ou des constructeurs automobiles qui pourront le faire tout seuls. Ils vont le faire ensemble. D'ailleurs, vous voyez des grands partenariats qui sont en train de se signer avec tous. Est-ce qu'Apple dérogera à cette grande règle ? On verra. Maintenant, ce que je pense, c'est que quand on dit logiciel, il y a deux choses. Il y a le monde, je dirais, un peu historique de la conduite du véhicule, de la sécurité, de la dynamique du véhicule, que j'imagine mal voir les constructeurs abandonner totalement au profit d'acteurs extérieurs, puisqu'il en va tout simplement de la sécurité de ceux qu'on transporte.
C'est pas un monde digital, la voiture, c'est un monde où le réel, on peut se cogner dedans. Par contre, quand on dit digital, il y a un ensemble de fonctionnalités, de services extrêmement large, où on peut imaginer que d'autres acteurs venant des écosystèmes que vous évoquez sont plus performants. Et donc la vraie question qui se pose, c'est comment on arrive à faire cheminer ces deux mondes-là pour offrir un écosystème cohérent, qui apporte de la valeur pour le consommateur dans sa sécurité, dans sa dynamique de conduite, mais aussi dans l'écosystème de services auquel il va être présenté. Donc le vrai sujet aujourd'hui, il est certes dans la technologie, c'est compliqué, mais il est aussi dans la répartition de la valeur et la négociation autour des grands accords. Et bien alors, qui je vais aller voir, par exemple, si mon smartphone n'arrive plus à se connecter au système de ma voiture? Je vais voir un garagiste ou j'appelle mon opérateur, le fournisseur du logiciel de mon smartphone? Comme vous disiez avant, les voitures sont de plus en plus intelligentes. Le niveau technologique augmente d'année en année. En effet, ça pose ce genre de questions. Certains garagistes sauront répondre à cette question-là, peut-être pas tous aujourd'hui. Donc c'est aussi l'enjeu de transformation dans le monde de la maintenance, c'est vraiment de s'adapter à ces évolutions du métier. La voiture électrique est aussi une grosse adaptation qu'il va falloir faire chez les garagistes courants qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas encore l'habitude de faire ça. On est parti pour des voitures avec des batteries. Ça c'est vraiment... Ça a l'air assez clair comme tendance. Ouais. Ça a l'air enclenché. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que... Est-ce qu'on est capable de produire suffisamment de batteries? Est-ce qu'ils sont suffisamment autonomes? Ça, c'est notre sujet. Mais sur les problématiques liées au digital dans la voiture, il y a une solution vers laquelle tout le monde se converge aujourd'hui, qui est la mise à jour over the air des véhicules. C'est-à-dire quand vous avez un problème sur votre téléphone qui n'arrive pas à être résolu, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un reset du système, vous réinstallez. Bon. Le vrai enjeu pour ces véhicules demain, c'est la capacité à mettre à jour et à intervenir directement sur le système, sur l'OS de la voiture. Là, ça veut dire qu'on va disrupter déjà la plateforme numérique de maintenance de monsieur. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est directement du fournisseur à l'utilisateur. Il n'y a plus d'intermédiaire. En fait, vous avez un peu raison, mais ça dépend de quel problème on parle. Il y a des problèmes qui sont strictement numériques et qui peuvent être résolus par des mises à jour à distance. Après, on ne peut pas à distance changer des plaquettes de frein juste en faisant du digital. Il y aura toujours des passages obligés. On est presque à la fin de ce talk. Je voulais aussi vous faire réagir à des petites annonces, des petites innovations. Je vous ai parlé des phares prédictifs de chez Ford. Il y a aussi l'affichage tête haute en réalité augmentée. La tête haute, l'affichage tête haute, ça s'est clairement imposé. Ça s'est clairement imposé. Des voitures, donc on peut imaginer que la réalité augmentée également. Je pense que ça va dans une tendance d'augmentation de la sécurité, tout simplement. À partir du moment où en situation de conduite non autonome, vous êtes sollicité en permanence par un nombre d'informations importantes. Vous essayez de regarder votre écran, éventuellement votre smartphone, vous n'avez pas le droit, mais vous allez le faire quand même. Vous allez discuter, vous allez écouter de la radio. Il y a plein d'informations comme ça qui arrivent qui vous obligent à changer votre attention. La capacité à regrouper l'ensemble des informations de manière contextualisée et intelligente dans un espace visuel qui vous laisse en situation de sécurité de conduite, me semble quelque chose qui a du sens en termes d'évolution pour demain. Donc oui, on espère que ça marchera bien. Moi, je l'ai vu annoncé par Huawei. Je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs qui l'ont annoncé. Mais enfin, là aussi, ce n'est pas un acteur classique de l'automobile qui nous l'annonce. Autre innovation, c'est dans la navigation avec Jaguar Land Rover et What3Words qui lance une solution de navigation différente de ce qu'on connaît jusqu'ici. Ça, c'est aussi un enjeu très important pour tous les géants du numérique, la navigation dans la voiture. Je ne sais pas si pour moi, c'est un bon exemple de ce dont Guillaume parlait avant. Il y a des choses que les constructeurs feront, de mon point de vue, toujours mieux que les acteurs strictement numériques et digitaux. Et il y a des choses sur lesquelles ils ont du mal. La navigation, je pense que c'est typiquement une illustration de ça. Beaucoup de véhicules ont des systèmes embarqués de navigation. Que tout le monde abandonne très très vite. Voilà. Ils profitent de la navigation de leur smartphone quand même. Exactement. Vous voyez où je voulais en venir. C'est quelque chose sur lequel c'est difficile d'être aussi fort que les acteurs dont c'est le cœur de métier en fait. Et donc, je ne connais pas précisément la solution que vous évoquez, donc je n'ai pas d'avis dessus. Mais je pense qu'en effet, selon les thèmes, il y a des sujets sur lesquels les constructeurs sont plus pertinents et sur lesquels je pense qu'ils ont intérêt à se battre parce que ça doit rester leur cœur de métier. Et il y a des thèmes sur lesquels je pense que c'est peut-être intelligent pour eux de faire les bonnes alliances pour être capable de sortir des services innovants. Quels sont justement ces sujets sur lesquels les constructeurs restent très pertinents, Guillaume Crunel? Je pense qu'il y a leur écosystème historique. Enfin, je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que les constructeurs automobiles, ils ont une expérience pour
produire des véhicules de qualité qui vous emmènent d'un point A à un point B en toute intégrité physique. On a tendance à l'oublier quand on parle de technologie digitale. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles ils peuvent continuer à évoluer. Donc, c'est plutôt la sécurité, si je vous entends bien. La sécurité, et puis la sécurité au sens très, très large du terme. Demain, on va avoir des voitures, mais on aura encore de plus en plus, et puis définitivement des véhicules électriques. Des véhicules électriques, c'est avec des batteries. C'est avec toute une chaîne d'approvisionnement qui va des mines un peu partout dans le monde, en passant par du raffinage chinois, puis arriver en assemblage, on espère, en France après. Il y a tout un écosystème d'approvisionnement pour créer les conditions d'une pertinence automobile franco-française et puis européenne, sur lequel le consommateur, me semble-t-il, va être de plus en plus en attente. Donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Réduire notre empreinte, améliorer la mobilité, tout ça dans une équation économique qui est dur à trouver. C'est un challenge extraordinaire pour demain. Aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard un peu futuriste sur la voiture, mais déjà au présent, cette transformation existe. Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et mobilité chez Deloitte France, et Frédéric Dermer, cofondateur de Fixter. À suivre dans Smart Tech, d'abord une petite pause. On se retrouve ensuite pour le Launchpad. On va parler des startups du Web 3. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation, de numérique. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. C'est l'heure de notre rendez-vous, le Launchpad, avec Marwan Elfitet, responsable du programme Startup de Station F. On parle donc d'un nouveau programme aujourd'hui qui va être dédié à ces startups qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer dans le Web 3. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors déjà, peut-être on peut dresser un tableau de cet écosystème du Web 3. Ah oui, c'est très large. Alors souvent, on pense aux cryptos. Oui. Forcément, c'est la chose la plus immédiate. Crypto-monnaie, crypto-actif. Oui, et crypto-monnaie, on en parle beaucoup dans la presse. On voit malheureusement ou heureusement pour certains, ça dépend où on se place, la tendance baissière du marché. Le marché pèse 3 fois moins qu'en novembre. On est en dessous des 1000 milliards de dollars. C'est colossal. Et effectivement, les crypto-assets... on parle des NFT qui, là aussi, ont fait pas mal de bruit en 2021, subissent pas mal de critiques. Alors la débâcle semble un peu moins grande que les crypto-monnaies, mais un Bill Gates, notamment la semaine dernière, a pas mal critiqué la valeur spéculative des NFT, leur utilité vue comme étant pas forcément très, très importante aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a une valeur et une image qui semble se dégrader un petit peu, ou peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus juste. Est-ce que l'impact se fait sentir aussi sur l'écosystème tech ? Oui, dans l'économie réelle, on le voit. On voit Coinbase, l'un des acteurs les plus iconiques, a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient se séparer de près de 1100 collaborateurs. C'est assez important, mais quand on prend un peu de recul, on voit qu'il n'y a pas que les startups du Web3 qui sont impactées. On voit l'ensemble des valeurs technologiques, même des GAFA, qui sont une vraie tendance baissière ou de rééquilibrage par rapport à 2020-2021. Alors, c'est quand même un secteur clé selon vous, ce Web3 ? Oui, on a des pépites qui sont sorties de Station F, une startup comme Defense ou Nimtech qui sont dans la sécurité des crypto-assets ou la sécurité du réseau. C'est un sujet qui est vraiment important. On l'a vu à Vivatech la semaine dernière avec des acteurs clés, le fondateur de Binance qui était présent, le fondateur de la blockchain Ethereum qui était présent à distance mais qui était aussi présent. Et c'est vraiment un sujet qui a fait pas mal de bruit. Et donc du coup, nous, à chaque fois, lorsqu'une tendance est importante, on veut qu'elle prenne forme sur le biais d'un programme. Donc on est allé voir Binance pour accueillir... Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Binance ? Qui est Binance, Binance ou Binance, je veux dire Binance aujourd'hui. C'est un des acteurs clés de l'écosystème crypto. Ils sont notamment connus pour cette plateforme de crypto exchange où vous pouvez accéder, acheter, revendre des crypto-monnaies, mais ils ont aussi pas mal d'autres activités, wallet, une partie média aussi pour prendre en compte et sentir le pouls des crypto-monnaies. Et donc, Roxane Varza, on avait parlé d'ailleurs sur Vivatech, dans Smart Tech, du lancement de ce nouveau programme avec Binance. Vous avez déjà des startups qui sont positionnées là, pour ce programme ? Oui, alors pour même rappeler, Binance, ce n'est pas la première fois qu'il lance un programme. C'est un programme qui est assez iconique, assez connu dans l'écosystème. C'est la quatrième saison qui s'est lancée il y a 2 semaines à Station F. Déjà 3 saisons avec un track record assez important. Vous allez avoir des startups qui sont très connues pour les connaisseurs du Web3 comme Polygon, qui a atteint une valo à plusieurs milliards de dollars, peut-être un peu remise en cause aujourd'hui. Des boîtes comme Nimtech, que je citais, qui était une startup de Station F, qui est aussi passée par le programme de Binance. Donc c'est un programme assez iconique. Et effectivement, près de 500 candidatures, 14 startups qui ont été sélectionnées. C'est l'un des programmes les plus internationaux qu'on ait sur le campus. Il y a très peu de startups françaises. Elles viennent pour 8 semaines sur le campus, bénéficier du programme. L'enjeu, c'est d'arriver à sélectionner des startups
en phase d'idéation autour du Web3, de cette fameux web décentralisé, les emmener vers un produit et les présenter vers les investisseurs crypto les plus importants de la scène. Donc 8 semaines de manière assez intensive, avec ces objectifs d'itérer, itérer, itérer. Et dans le Web3, donc, il y a plusieurs domaines. Il y a le métaverse, il y a différents outils. Ils sont tous représentés? Oui, alors les focus qu'on voit dans cette promo, on va avoir des startups autour du DeFi, donc la finance décentralisée, autour du métaverse, avec tout ce qui va tourner autour du métaverse, la création d'avatars, la création de mondes 3D, parfois aussi cette connexion entre le monde physique et réel, et virtuel, notamment avec Playbucks, où vous allez pouvoir acheter des objets dans la vie réelle et en avoir des codes et retirer des codes pour pouvoir acheter des items virtuels dans le métaverse de Playbucks. Vous allez avoir des applications autour de ce qu'on appelle le SocialFi. Donc vous allez mélanger réseaux sociaux et DeFi pour pouvoir aussi notamment rémunérer des créateurs de contenu autour du Web3. Donc pas mal de tendances sont représentées aujourd'hui. Et pour les créateurs également? Créateurs, donc on peut penser à Reveal. Ouais. Reveal qui permet de récompenser ou de donner des outils à des créateurs du Web3. Ça peut être des créateurs de NFT, ça peut être des personnes qui vont créer des événements dans le métaverse. Ceux qui gèrent aussi des communautés en mode DAO, donc des fameuses communautés décentralisées. Comment vous allez pouvoir rémunérer vos membres, partager les revenus. Vous allez avoir une plateforme comme Reveal pour le faire. Productivité? Questlive, on parle souvent de CRM, donc ces fameux outils de gestion de relations clients. Là, on va avoir des outils de gestion de relations de communauté. En mode Web3, pareil. Le Web3 est très caractérisé par la gestion de communauté, notamment NFT. Vous allez pouvoir suivre en temps réel les membres, ceux qui détiennent vos tokens, la valeur de ces tokens, la taille détenue par vos membres, pouvoir avoir des informations en temps réel et aussi des actions très ciblées. Et alors ça, c'est clé pour toutes les marques qui commencent à s'impliquer dans ces univers virtuels. Quels sont, selon vous, ces grands enjeux là, qui nous attendent avec le Web3 ? C'est de rester fidèle à la promesse de la décentralisation. On est un peu dans ce même paradigme entre les logiciels propriétaires et open source dans les années 90. Aujourd'hui, on vend une solution décentralisée, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs investisseurs qui sont les mêmes derrière les gros succès du monde du Web3. Centralisation, décentralisation du métavers, ça faisait partie aussi des discussions à Vivatech la semaine dernière. Et alors, on est loin d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Marwan Alfitez, d'être responsable, je rappelle, du programme Startup de Station F. Et vous venez régulièrement nous présenter des programmes, des innovations et des tendances dans le monde des startups. C'était Smart Tech, votre émission qui vous parle du numérique, de l'innovation. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart, mais également sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et en podcast également. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est jeudi, on va débriefer de l'actu. À demain. Excellente journée en attendant.